Autre sujet, autre grande question existentielle qu'on va voir maintenant ensemble, c'est celle de la liberté. On va commencer par réfléchir un peu à deux questions. Qu'est-ce qui restreint votre liberté? Puis qu'est-ce qui vous donne plus de liberté? Alors, qu'est-ce qui restreint votre liberté? Souvent, spontanément, les élèves vont me dire l'école, les lois, les parents, etc., etc. Hein, tout ce qui nous met des règles autour. L'argent va restreindre notre liberté, notre capacité à se déplacer va se restreindre, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui nous donne plus de liberté? Et là, ça réfléchit. Et puis là, on se rend compte que, ouais, l'argent, ça peut donner plus de liberté. Les parents, oui, ça peut donner plus. L'école, la connaissance donne plus de liberté, et etc., etc. Et on se rend compte qu'au final, la liberté, c'est quelque chose qui bouge énormément. Hein? La liberté, c'est vraiment comme un cadre qui bouge beaucoup et on peut en acquérir et on peut en perdre. Hein? Dans ce qui est à tout le moins de la liberté de mouvement, par exemple. Quand vous aviez 2 ans, vous saviez marcher, mais il n'y a pas personne qui allait traverser un gros boulevard sans tenir la main à papa et à maman. Non, à 2 ans, on a le droit de se promener dans le salon puis dans notre chambre, hein? On fait tout ce qu'on veut là-dedans, là, c'est à peu près tout. Quand on sort de la maison, on tient la main de maman, on tient la main de papa. À 16 ans, ben là, votre liberté est un peu plus grande. En général, à 16 ans, c'est pas mal tout le monde qui traverse le boulevard tout seul. On a appris, je vous le souhaite en tout cas, d'être rendu là dans votre vie. Et éventuellement, ben, vous allez partir de chez vos parents, et puis là, on se prend un appartement et vous gagnez encore en liberté. Hein? Et donc, on voit que le cadre de liberté peut s'agrandir, et on se rend compte que l'autonomie en soi est une grande source de liberté. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi, parce qu'une fois qu'on vieillit, hein, regardez les personnes âgées autour de vous, quand on en arrive à être en perte d'autonomie, ben oui, on perd certaines libertés au niveau du mouvement, comme je le disais à tout le moins. On peut garder toute sa liberté intellectuelle, liberté de penser, mais il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire, et il y a même un âge où on va avoir besoin d'aide encore pour traverser le boulevard. Hein? Donc, on perd une certaine liberté de mouvement. Ce cadre-là peut s'agrandir. Mais même une fois qu'il est très grand, vous savez, l'autonomie, ce n'est pas la seule chose qui fait en sorte qu'une liberté va durer longtemps. Si je profite de ma nouvelle liberté de boire, par exemple, je viens d'avoir 18 ans, là, je suis bien content, là, je peux boire librement. Je l'ai peut-être déjà fait un peu avant, là, mais là, il n'y a plus un policier qui peut m'arrêter à nulle part parce que je suis en train de prendre une bière. C'est bien. Je prends une petite bière de temps en temps, c'est correct. Je profite de ma liberté pour me caler une caisse de 12 par jour. Ça se peut qu'au bout de 2-3 ans, je sois devenu un alcoolique. Et que ce qui me rendait libre, parce qu'une petite bière, oui, tu sais, ça déconstipe, ça rend libre, ça rend le rire facile, on est plus sociable, etc. Donc, ce qui me rendait libre devient ma prison. Et ça, c'est pas rare dans la vie. Que ce qui nous libère, d'une part, pendant un certain temps, au moment où on s'y accroche, ou bien non, aussi on s'y adonne trop, éventuellement, ça devient une prison dont il faut, à son tour, être libéré. Hein? Donc, il faut être attentif à ça et il faut voir qu'au final, l'autonomie, ce n'est pas suffisant. Ça prend l'autonomie plus la maturité pour faire en sorte qu'une liberté puisse durer dans le temps. Autonomie plus maturité égale liberté de longue durée. Mais il n'y a pas juste des facteurs extérieurs qui font en sorte qu'on a finalement des choses qui nous contraignent là, dans notre liberté. Au Québec, on peut dire qu'on a une liberté qui est assez grande. Hein? Vous voyez le cadre qui est là, il prend pratiquement tout l'écran. Mais ça, c'est la liberté au Québec. Hein? On n'a pas de couvre-feu, on n'a pas de dictateur. Oui, on a des lois, mais on a même des lois qui nous donnent plus de liberté des fois. Là. Le droit de vote aux femmes, par exemple, ça a pris une loi pour faire ça. Mais ça fait en sorte que les femmes peuvent aujourd'hui aller voter librement. Hein? Mais ça, c'est inscrit. Donc, on se donne des lois pour avoir une liberté commune. Et même qu'au Québec, le tour du carré, là, le cadre qu'on se donne, il est poreux un peu. Sur l'autoroute, la limite est à 100. Si tu roules à 102, là, tu n'as pas un policier qui va te donner un ticket. Si tu roules à 110, tu n'as pas un policier qui va te donner un ticket. Hein? Mais à 121, par exemple, là, tu joues avec le feu pas mal. Mais on voit que finalement, hein, le cadre qu'on se donne, il est un peu même un petit peu aléatoire. On peut aller un petit peu autour, pas trop loin, mais on peut y aller. Hein? Il n'y a pas de rigorisme outre mesure au Québec. Mais malgré cette très grande possibilité de liberté, nous, souvent, on se limite à ça. Un tout petit carré dans la très grande possibilité. Pourquoi?
entre autres à cause de ce qu'on est nous-mêmes, de nos valeurs, hein, ce qu'on a reçu comme éducation, ce qu'on a reçu comme valeur. Moi, par exemple, la fidélité est une valeur pour moi. Donc, j'ai choisi de me marier avec Karine Sirois. Il y en a plein des femmes au Québec, puis il y a plein de belles femmes au Québec, puis des femmes intelligentes, intéressantes et patatives. Puis tu sais, à tout bout de champ, tu fais comme non. Je restreins ma liberté parce que je suis conscient que cette union-là avec Karine Sirois, mon épouse, m'apporte quelque chose de plus grand que le papillonnage. Hein? À partir du moment où je suis conscient de ça, que ça fait de moi un meilleur homme, que j'apprends avec elle, que je me développe avec elle, que je m'épanouis avec elle, en fait, et c'est ça qui est beau, malgré les saisons du couple, et c'est surtout quand c'est le creux, là, quand c'est le petit hiver là, dans le couple, là c'est le temps de se rattacher à ça. Tu sais, là, c'est là que tu vois toutes les autres femmes autour, là, mais quand même de se souvenir de ça, et encore là, de restreindre sa liberté parce qu'il y a un gain à faire avec ça, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et d'autre part, on se rend compte aussi qu'on a des prédispositions génétiques à l'intérieur de nous. Hein? Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans le code génétique en lui-même. Alors, 23 chromosomes d'un bord, 23 chromosomes de l'autre, le spermatozoïde, une ovule, ça se rencontre dans le ventre de votre mère, vous êtes gros de même dans le ventre de votre mère, et déjà, tout est dit, ou presque. Hein? La couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, la longueur de vos bras, la durabilité de vos reins, vous êtes génétiquement prédisposé pour avoir l'air de ce que vous avez l'air, dans de bonnes conditions. Il faut le souligner à grands traits. Là, hein? Si de toute votre vie, on ne vous avait donné que des Fruit Loops à manger, rien d'autre, jamais, 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 mais là, vous seriez tout content. Ça avait l'air de ça, là, vous seriez gros de même. Mais non, on vous a donné une coupe de fruits, un peu d'amour, vous avez bien grandi et vous étiez prédisposé pour avoir l'air de ce que vous avez l'air dans de bonnes conditions. Et ça, ben, on voit aussi que ça teinte finalement les choix qu'on va faire librement, qu'on pense faire librement. Hein? Mais vous imaginez le gars là, qui est frémé comme un joueur de football. Là. Ce gars-là, quand il va choisir une voiture, il y a une liberté de choix complètement hallucinante. Mais c'est drôle, il n'apprend pas la New Beetle Rose. Il ne regarde même pas la New Beetle Rose. Hein? Il penche naturellement déjà d'un bord, puis il va choisir le char sport. Hein? Vous ajoutez à ce qu'il est déjà en dedans, vous ajoutez la pression sociale, les stéréotypes, et... J'ai choisi le char sport. C'est systématique. Il y a de quoi, là. Hein? Dans tous les choix qu'on pense faire librement, on se rend compte, puis je le vois bien avec mes enfants, comment, dès le plus jeune âge, finalement, une propension à être meilleur pour les mots, à être meilleur pour les gestes, le gestuel, le ci, le ça. C'est incroyable de voir comment, génétiquement parlant, mon fils était programmé, prédisposé à être un contemplatif. Assis sur un tapis d'éveil, là, il y a 7 mois, assis sur un tapis d'éveil, ou couché sur le dos, là, puis il y a plein de petites choses, plein de couleurs autour de lui, là, il ne touche rien. Il était là, puis il regardait. Une fois aux 5 minutes, il tendait le bras. Ouh! Solène, ma petite fille, qui est née 2 ans plus tard, ben, elle, c'est tout le contraire. Tu accouches là, dès la première seconde. C'est une manuelle, c'est une tactile, Solène, toujours, tu sais, prédisposée génétiquement. Alors, on voit que finalement, là, la liberté, notre liberté, il y a de quoi un peu d'illusoire là-dedans, hein, et qu'on n'est jamais, en fait, complètement libre, mais que la vie nous fait croire qu'on l'est, et que ça, c'est déjà extraordinaire quand même. Parce qu'il y a de quoi de beau dans le sentiment de liberté, il y a de quoi d'important là-dedans. Tant et tellement que on réalise, quand on observe l'humanité, on réalise qu'il y a au creux de tous les êtres humains sur la planète une prédisposition à accueillir avec joie une libération. Hein, il n'y a personne qui est fâché d'être libéré. C'est simple comme ça. Alors, pensez-y, pensez à quelques moments où dans votre vie, vous avez fait comme oh, « Yes, c'est fini. Enfin, wow, cool. » Et puis là, spontanément, les élèves me disent ben, la fin des classes, par exemple, hein, ou juste le vendredi, à tous les vendredis. Il y a tout le temps un comique par école à peu près qui me dit quand tu as une grosse envie et que tu réussis à aller aux toilettes. Puis oui, c'est vrai, c'est banal, mais c'est complètement vrai. Alors oui, il y a un sentiment de libération, une espèce de grand ouf, enfin, oui, c'est merveilleux et ça fait du bien et on est génétiquement prédisposé pour savourer les libérations. Et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez être libéré de quelque chose que vous aimez? Prenez une petite seconde pour y penser. Est-ce que vous pouvez être libéré de quelque chose que vous aimez? La réponse, oui. On l'imagine bien quand, par exemple, on a quelqu'un dans notre entourage qui est très malade.
Hein, une grand-mère qui est super malade pendant 1 an ou 2, l'Alzheimer, je ne sais pas quoi, un cancer, et au final, elle meurt. Hein. On a la tristesse, et en même temps, on goûte sa libération à elle, et la nôtre aussi, parce que ça nous fait du bien de savoir qu'elle ne souffre plus. Au-delà de ça, si vous faites du sport, si vous faites des arts, de la musique, des spectacles ou du théâtre ou quoi que ce soit, hein, dans une compétition sportive, il y a un stress, il y a quelque chose, les finales arrivent, puis une fois que c'est fait, libération. Dans le théâtre, la même chose, le trac, puis une fois que c'est fait, libération. On peut être libéré de quelque chose qu'on aime. Quand on réalise ça, on s'en sert comme d'un moteur. Parce que toujours dans notre vie, ça peut, après ça, nous aider à passer à travers des moments qui sont vraiment difficiles, des moments où on est libéré, dépouillé de quelque chose qu'on aime vraiment. Comme la mort d'un proche qui arrive par accident, qui arrive subitement. Hein? Ma mère, par exemple, je donne l'exemple de ma mère qui est encore tout à fait vivante, là, mais ma mère, c'est une femme qui est très contrôlante. Hein, depuis que je suis tout petit, très contrôlante. Puis encore aujourd'hui, j'ai 43 ans au moment où j'enregistre ça. Et puis là, quand je vais chez mes parents puis que je cuisine, là, puis je cuisine bien, les gens viennent chez nous, puis ils aiment ça manger chez nous. Là, je cuisine très bien. Je cuisine, je coupe une carotte. Ma mère est là en arrière de moi, juste là en arrière. Elle fait, pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi je fais ça de même? Je coupe une carotte. Tu peux me laisser tranquille? Là? Quand ma mère va mourir, je vais être libéré de ça. C'est pas la première chose que je vais dire, évidemment. Là. Je reçois un coup de téléphone là, tout de suite maintenant. Là, oui, bonjour monsieur, votre mère vient de décéder. Tu sais, je ne vais pas sauter au plafond en disant yeah, je vais pouvoir couper des carottes comme je veux. C'est sûr que la première réaction, c'est la tristesse. Mais au bout de 6 mois, 1 an, je vais aussi goûter cette libération-là. Ici, j'ai peur d'en arriver là, de peur de trahir la mémoire de celle qui m'a quitté. Ben, je me prive d'une partie de son héritage. Parce que même dans ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, là, même quand quelque chose nous gosse au plus haut point, puis il y a toujours quelque chose qui nous gosse chez tout le monde, même chez notre meilleur ami, là, ben ça, là, ça nous apporte quelque chose. Ma mère qui était toujours là, ici, en arrière de moi, là, en train de me dire coucou à faire, ça m'a appris à avoir une colonne vertébrale, ça m'a appris à faire respecter mon territoire, ça m'a même appris à le faire avec humour. Hein? Et donc, ça, c'est précieux pour moi aujourd'hui. Puis je peux la remercier pleinement et je vais le savourer pleinement pour le reste de mes jours. Hein? Ça, c'est l'héritage complet de ma mère. Et nous, personnellement, on l'a vécu à l'interne. Parce que moi et Karine, notre première fille, est morte. Et là, quand je disais tantôt que, tu sais, des fois, le plancher fait floups en dessous des pieds et qu'on perd tous nos repères en dedans de quelques secondes, là, ben, on l'a vécu à l'interne. Hein? Alors, ça s'est passé à l'accouchement, un moment où normalement tu es supposé donner la vie. Et puis là, tout se passe bien. La nuit de l'accouchement a été extraordinaire, un des plus beaux moments de communion entre moi et Karine. Et puis là, tout à coup, on arrive à la dernière poussée, on écoute le cœur du bébé, et puis tout va bien. Tout va bien. Encore jusque-là, à la dernière seconde, tout allait bien. Le médecin qui dit à Karine, « Go, madame, on le sent, ce bébé-là. » Et Karine qui force, et poc! Cordon ombilical, il n'y a personne qui l'a vu venir. Puis notre fille est morte. On est rentré chez nous, et puis là, on a braillé tout ce qu'on avait à brailler. Puis on s'est assis sur le plancher. Puis là, ce que vous voyez présentement, c'est la première toile que ma conjointe a dessinée après la mort de notre fille. On voit là, tout l'étranglement, on voit l'espèce d'envahissement, l'eau de la naissance qui devient en même temps l'eau de la mort, le naufrage, tout est là. Hein? C'est vraiment intense, c'est vraiment fort. Mais comme je disais, quand on est rentré chez nous, ben, on s'est assis à terre, on a braillé tout ce qu'on avait à brailler et on s'est dit, ben, on se donne 1 an. 1 an pour voir si on veut d'autres enfants, parce que c'était notre première expérience. 1 an pour voir aussi de quoi on vient d'être libéré. Et 1 an plus tard, on s'est senti prêt à refaire le saut dans le vide. Et let's go! On est reparti et on a eu Lorenzo, puis après ça Solène. Et quand j'ai eu des enfants, là, je peux vous dire que j'ai compris très exactement de quoi j'avais été libéré avec la mort de ma première. Parce que oui, c'est extraordinaire, tu es un enfant, mais en même temps, c'est extrêmement énergivore. Ça te bouffe tout ce que tu as. Hein? Et là, au bout de quelques mois, là, ça commence à faire des coliques. Puis là, ça broye, puis tu sais pas pourquoi. Puis là, ça fait des dents, puis ça te réveille la nuit. 5, 6, 7 fois. Ça broye parce que ça a faim, ça broye parce que ça a fait pipi, parce que ça a fait caca, ça broye pour ça, broye pour ça.
Ben là, une nuit où si tu te fais réveiller 5-6 fois, c'est pas trop pire. Mais 3, 4, 5, 6 nuits de suite, là t'es cerné jusque-là, t'as plus d'énergie, t'as plus de patience. Moi, dans ce temps-là, j'étais morning man à la radio. J'arrivais à mon émission de radio à 6 h le matin, là, j'étais comme « Ah, mon Dieu, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes réveillés, là, parce que... » Moi, pas pantoute, là, tu sais. Puis là, à 3 h, quand ma journée de travail finissait, là, j'avais envie juste d'une chose, c'est de rentrer chez nous puis aller me coucher, faire une sieste, là, tu sais, pour essayer de récupérer. Mais là, je rentre chez nous, je vais toujours en souvenir, j'ouvre la porte, je suis claqué ben raide. Karine, elle a le bébé qui broille dans les mains, puis elle fait « Tain, je suis plus capable! » Puis elle me le met dans les mains, puis elle s'en va dans le salon en broyant. My goodness gracious. Puis là, un peu plus tard, cette petite patente-là, là, ça fait sa crise du nom. Lorenzo, 2 ans. Il est sur le balcon, on est au 2e étage, puis il regarde en bas et dit « Veux sauter en bas. » Là, j'ai dit, ben non, Lorenzo, tu peux pas sauter en bas, tu vas te faire mal, on est haut, tu vas te casser une jambe, il se couche à terre, il fait le bacon. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Au bout de 45 secondes, 1 minute, t'as juste le goût de le prendre, faire tiens, vas-y! C'est ça, là. Ma petite fille, parce qu'on a une petite fille aussi, Solène, aujourd'hui, elle a 4 ans, elle est belle comme un cœur. Quand elle va avoir 16 ans, ça va être un beau petit pétard, là, tu sais. Puis il y a peut-être des petits gars qui vont marcher, tu sais, un taouin, là, qui marche en arrière avec de la bave, là. Bon, ça risque d'arriver, tu sais. Puis là, bon, coup, il y a peut-être un taouin qui va s'aviser d'y pogner une boule, pendant que elle, ça y tente pas. Et ça, c'est la petite nuance, là, tu sais. Déjà que le taouin il pogne une boule, papa il grigne un peu. Mais c'est pendant que elle, ça y tente pas. Le taouin, là, comme une mouche dans le mur. Elle a 4 ans, puis des fois, j'y pense. Tu sais, quand je m'en vais dans les écoles secondaires, entre autres, puis que je regarde les élèves, là, tu sais, puis que je vois, là, bon, de quoi va avoir l'air ma fille, de quoi va avoir l'air mon gars, tu sais, il va-tu à 16 ans avoir les cheveux bleus, il va-tu avoir encore sa couleur naturelle, ça va-tu être plus un sportif ou plus un petit intello, je sais pas, tu sais, on projette nos enfants dans les autres qu'on voit, là, qui sont plus vieux, puis on se demande, puis quelles blessures ils vont avoir, puis on voudrait les protéger, puis on s'inquiète pour tout ça. C'est pas maladif, mais c'est déjà là un petit peu. Hein? Et pour Blanche, ma première fille, ben, je ne m'inquiéterai jamais. Je vivrai jamais le bonheur des premiers pas, là, puis elle ne m'appellera jamais papa. Puis les gars, je vous le dis, il n'y a pas un moment dans votre vie où vous allez vous sentir plus homme que le jour où vous allez avoir votre petit poutre, là. Puis là, c'est tout nu cette affaire-là, là, puis tu ouvres ta chemise, tu déboutonnes ta chemise, là, tu colles ça sur toi, peau à peau. Là. Tu t'installes dans une chaise berçante, puis tu le berces, là. Puis il s'endort sur toi. Puis tu as toutes les matantes qui jacassent autour, tu as la musique dans le tapis, là, puis lui, là, il est sur papa, il est en paix, t'es fort, t'es une montagne. Il n'y a pas un extraordinaire comme sensation. Là, il se réveille, il se met à broyer, tu le garoches par la fenêtre, c'est un autre affaire. Mais tu sais, c'est ça. On peut être libéré même de ce qu'on aime, et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à pratiquer dès maintenant.